Si vous voulez plus de contenu, me soutenir financièrement ou avoir accès aux rediffusions des lives de la chaîne, rejoignez l'abonnement en cliquant sur le bouton rejoindre en bas de la vidéo. Et honnête salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo particulière puisqu'aujourd'hui on réagit au séisme en Turquie et en Syrie. Plus de 25 000 morts et des questions. Et oui, comme vous le savez, il y a eu une petite catastrophe, une grosse catastrophe même, et cette catastrophe, en réalité, complotistes que nous sommes, nous allons essayer d'écrire, de détailler et d'analyser ce que ce séisme peut bien dire. Est-il de source naturelle ou est-il volontaire ? Oui, nous complotistes, on peut se poser des questions, puisqu'on croit à très peu de choses, du moins on croit à très peu de choses que les médias veulent nous faire gober. On essaye de penser par nous-mêmes, ou du moins de ne pas penser par les médias, parce que nous, complotistes et résistants, nous avons une bibliothèque plus grande que notre télé. C'est le premier critère déjà que je choisis chez une femme, et notamment chez les gens avec qui je discute et je collabore. Il faut une bibliothèque plus grande que la télé. Si votre bibliothèque est plus petite que votre télé, je vais vous donner très peu d'attention. Et ça se ressent dans mes messages, dans la qualité de mes messages, et notamment la qualité de mes contacts et des gens avec qui que je fréquente. Ce sont des gens cultivés. Et oui, si vous traînez avec 4 personnes millionnaires cultivées, vous serez potentiellement le 5e. Si vous traînez avec 4 punks à chiens de gauche, vous serez certainement le 5e. C'est connu. Et donc aujourd'hui, effectivement, complotistes sur Twitter se sont alliés pour lancer des complots vis-à-vis de ce séisme, de ce tremblement de terre. Donc là déjà voici des premières photos du déplacement latéral de la plaque anatolienne versus arabique suite au séisme de Kahramanmaraş. Eh oui, j'ai fait une petite faute. 3 mètres, énergie énorme, conséquences énormes. Sismologie. Mac Lesguy, salut. Par contre, il a mis le x4 avec la petite piqûre. Mac Lesguy, il a changé. Le football, il a changé. Plus on s'éloigne de la date des premières secousses de leur réplique, 6 février 2023, plus les chances de récupérer des survivants s'amenuisent. D'ailleurs, paix à votre âme, à tous ceux qui ont paix à l'âme de tous ceux qui ont malheureusement pas survécu à ce séisme. Et évidemment, j'envoie toute ma force aux familles syriennes, aux familles turques. C'est pas facile en ce moment, effectivement. La Syrie et la Turquie, que les médias mainstream français ne portent pas dans leur cœur, suscitent pourtant de la part de la population un grand mouvement d'empathie et de solidarité. Effectivement, là on est loin de la petite pleurniche ukrainienne. Alors je critique pas l'Ukraine, évidemment, il y a aussi des familles ukrainiennes qui souffrent, c'est très triste, même du côté russe aussi, et les guerres de toute façon c'est pas cool, mais effectivement c'est toujours intérêt, là c'est une pure guerre d'intérêt, et ça nous impacte nous, alors qu'on n'a rien demandé, alors que Zelensky avait quand même mieux à faire. Mais bon, on va pas parler de ce conflit-là. Mais c'est pour vous dire qu'effectivement, après la cause palestinienne, après la cause ukrainienne, après la cause, je sais plus c'était quoi un moment, c'était je sais plus quel pays. Bon maintenant c'est au tour de la Turquie et de la Syrie, et évidemment, vous le savez très bien, comme dans tout mouvement mainstream d'empathie, ce mouvement finira par s'éteindre et les gens finiront par oublier et retourner à leur vie. La petite Lola, j'en ai fait une vidéo, j'ai dit que cette petite pauvre fille, dans 2 semaines, personne n'en parlera. 2 semaines après, personne ne parle plus de l'histoire de cette petite Lola. On connaît les médias, ils font du beurre sur ce qui donne matière à produire et ce qui donne matière à capitaliser. Ils ont vu qu'une petite fille s'est fait malheureusement tuer. Ils en ont fait un article, ils en ont fait des médias, des trucs, des machins, tout comme quand il y a des attentats, mais ils ne font pas l'analyse juste qui va avec, ils ne font pas le travail d'investigation, et ils ne font pas non plus... après, s'il fallait commémorer tous les morts depuis une dizaine, vingtaine d'années chaque jour, ça ferait beaucoup, on passerait des chaînes entières à faire des commémorations, mais tout de même, c'est marrant de voir que les gens, ils sont passés d'une chose à l'autre. Ils sont passés de Lola à la Silem, il n'y a pas longtemps, une petite femme aussi de 18 ans, une 17-18 ans il me semble, qui s'est fait tuer. Ils sont passés de Lola à Silem, puis ce sera Silem à autre chose. Voilà, c'est intéressant le caractère humain, de voir qu'on peut passer d'une chose à l'autre, d'un meurtre à l'autre, très facilement en réalité. Quand c'est pas dans notre famille, au final, on peut passer très rapidement du coq à l'âne en fait. Ici, un des 13 000 Français expatriés en Turquie raconte la tragédie et appelle à la solidarité avec le peuple turc durement touché. La situation est catastrophique, il n'y a pas de mots pour expliquer ce qui se passe là-bas, donc je voulais juste le partager avec tout le monde et inciter les gens à faire des dons. Les dons, effectivement, faites attention. On l'a vu pendant le petit Ryan, c'était au Maroc il me semble, le petit Ryan enfermé dans le puits qui a succombé malheureusement
de suffocation, il me semble, hein, à cause de ce puits. Des gens en ont fait des t-shirts, en ont fait des ballons, en ont fait des coques de téléphone qu'ils ont vendus sur des sites qui se sont empressés de partager. Des influenceurs les ont relayés, les pensant que l'argent irait à la famille, et au final non, ça va dans les poches de ces pseudo-humanitaires. Donc faites attention avec tout ce qui est les dons, tout ça. Allez vers, si vous voulez faire un don, faites des dons à des organisations gouvernementales reconnues par l'État, etc. Comme ça, vous êtes sûr que l'argent va bien au pays. Enfin, bon, moyen, parce que bon, après, quand vous avez lu le livre de Julien Teil sur les ONG, le livre noir des ONG que je recommande, qui est disponible chez Contre-Culture, ça vous explique que les ONG, bon, les organisations non gouvernementales, s'en mettent plein les fouilles sur l'humanitaire. Donc faites attention à tout ça. Hein. Faites très attention. Mais je dis pas qu'il faut pas donner, justement. Si vous voulez donner, donnez. Hein. Si la Turquie n'appartient pas à l'Union européenne, elle est une pièce essentielle de l'OTAN, mais se garde bien d'entrer en guerre contre la Russie, qui est à la fois son puissant voisin et un partenaire économique et militaire, avec la livraison des S-400 qui a ulcéré les Américains de premier rang. Quant à la Syrie, pour nos médias inféodés aux intérêts de l'Empire, elle fait toujours partie de l'axe du mal défini par Bush Jr., puisque Bachar al-Assad en est toujours le président, élu et réélu, malgré les rodomontades de Fabius et Hollande. Les rodomontades, quelle est rodomontade? Quelle est la définition de ce mot? Dites-moi en commentaire, on va voir si vous êtes un petit peu intelligent, cultivé, culturé je dirais même, mais n'allez pas voir sur internet hein, évidemment. À l'occasion de ce terrible événement sismique, les images du projet HARP sont ressorties sur le net. Et oui, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Sous la forme du fameux reportage de la chaîne iTélé datant de 2008, une chaîne bien pensante qu'on ne peut suspecter de complotisme. Et oui, à l'époque, avant CNews, c'était iTélé, ils avaient fait un reportage sur effectivement le projet HARP. Qu'est-ce que le projet HARP? Je vais vous mettre la vidéo. Et vous laisser vous faire votre avis. Elle dure un petit peu longtemps, elle dure entre 6 et 8 minutes. Donc voilà, je vais vous la mettre à l'écran et puis on en parlera juste après. Bonjour à tous. L'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les reportages. Contrôler le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. L'idée paraît farfelue et pourtant, en plein Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Alors fantasme ou réalité, voici l'enquête d'Audrey Avram sur un récit d'Adrien Pinon. Et si un jour nous pouvions contrôler le climat? Nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin, on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut. Il y en a plus de 80. Officiellement, cette base abrite un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère, l'une des couches de l'atmosphère. Nom de code, HARP. Un nom qui suscite de nombreuses rumeurs et interrogations depuis des années. On pense généralement que les Américains y étudient le contrôle des communications, voire des phénomènes climatiques. Nick Begich est chercheur. Cela fait 15 ans qu'il tente d'en savoir plus sur les expériences menées au cœur de l'Alaska. Après plusieurs années d'enquête, il est arrivé à rentrer en contact avec l'un des concepteurs du projet HARP, le physicien Bernard Island, qui veut lui donner accès à des données confidentielles. Ce qui est apparu à la lecture de ces brevets concernait des recherches pour manipuler le climat, des manipulations climatiques, voire même des manipulations de l'environnement de manière très particulière, tout ça pour des applications militaires. Manipuler le climat, cela paraît impensable. Mais être capable d'envoyer un cyclone ou une sécheresse chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques? C'est ce que croit Luc Mampey, chercheur pour le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Je fais référence notamment à un rapport publié par l'US Air Force vers la fin des années 90 et qui s'appelait Air Force 2025, où très clairement l'US Air Force évoque là toutes les recherches qui devraient être faites à des fins militaires de manière à pouvoir avoir un certain impact sur les phénomènes météorologiques, de manière à pouvoir faciliter les opérations militaires amies et rendre plus compliquées les opérations militaires d'ennemis. Les Américains travailleraient sur la maîtrise du climat depuis les années 60. Il y a des premiers essais qui ont été faits au moment de la guerre du Vietnam, où là effectivement on a, par des procédés physico-chimiques, essayé de provoquer des intempéries, des averses extrêmement fortes. En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la mousson se propagent au Nord-Vietnam jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Alors HARP pourrait-il être la suite de ces premiers essais? Ce qui concerne les modifications environnementales et climatiques, c'est un enjeu militaire aux États-Unis depuis certainement 50 ans.
Et cela implique des technologies, des procédés, des techniques très proches de ce qui est mis aujourd'hui en œuvre dans le cadre du programme HARP. HARP suscite l'inquiétude, au point qu'en 1997, le Parlement européen met sur pied une commission d'enquête sur la possibilité de manipuler le climat à des fins militaires. Très vite, les parlementaires font des découvertes alarmantes. Ils apprennent par exemple que HARP émet un rayon qui chauffe et qui perturbe l'ionosphère, une couche de l'atmosphère chargée de nous protéger des rayonnements solaires. Ernest Gelscher, député européen, a participé à cette commission. Ce genre de projet, de planter des antennes et d'envoyer un signal dans l'ionosphère, tout d'abord, c'est fait par les militaires. Ils ne savent même pas quel impact ces expériences pourraient avoir. Je pense que derrière tout ça, il y a des objectifs militaires qui pourraient être un peu plus ambitieux, un peu plus vastes que ceux qu'ils veulent bien admettre en public. Très vite, les travaux de la commission se heurtent au refus américain de s'exprimer sur HARP. À l'époque, le président de la commission est un parlementaire britannique, il s'appelle Tom Spencer. Convaincu du danger que le projet pourrait représenter, il essaie d'obtenir des précisions de la part des responsables américains, mais sans succès. Nous n'avons eu absolument aucun contact avec les Américains. Ils ne sont jamais venus. Pendant les auditions, Tom Spencer lui-même leur a dit qu'ils seraient les bienvenus au Parlement européen. Pour rencontrer les députés européens, ils n'ont jamais répondu. Je crois qu'ils ont délibérément décidé de faire la sourde oreille, d'ignorer le sujet et de ne pas en parler. Un incident va vite calmer les ardeurs de Tom Spencer. En 1999, le président de la commission fait la une des journaux à scandale. Il a été interpellé par la douane à l'aéroport de Londres. En fouillant sa valise, les douaniers ont découvert une vidéo pornographique gay et quelques grammes de cannabis. La carrière politique du député est brisée, la commission déstabilisée. Nick Begich a gardé le contact avec l'ancien député. Il a été approché par les autorités américaines plusieurs fois, comme tous les membres du comité. On lui a demandé de ne pas organiser ses auditions. Il a refusé et même accéléré la procédure. Il a essayé de parler avec les Américains, il a essayé de parler avec l'OTAN. Un jour, il a même appelé Al Gore devant moi. Ils étaient amis depuis des années et Al Gore a refusé de le prendre au téléphone de la Maison Blanche. Il était vice-président à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a dit à Spencer de rester en dehors de tout ça et il ne l'a pas fait. C'est regrettable car nous avons perdu un champion sur ce problème. Après la mise sur la touche de Tom Spencer, les investigations de la commission d'enquête cessent. Cela n'empêche pas de nombreux chercheurs de continuer à se poser des questions sur les expériences menées par l'armée américaine en Alaska. C'est le cas du physicien Jean-Jacques Berthelier. Son laboratoire est en contact direct avec Demeter, un satellite doté de nombreux instruments de mesure qui passe régulièrement au-dessus de la base américaine. Lorsqu'on passe au-dessus de HARP, on voit quelque chose qui n'a pas l'air, pour un profane, n'est pas très étonnant, mais on voit ici un signal à 1 méga, à peu près un petit peu plus de 1 méga, qui est une émission dont on sait que c'est émis par HARP. Donc, vous voyez bien que dans le milieu naturel, il n'y a pas ce genre d'émission. Et ce qu'on voit surtout qui est intriguant, c'est le fait qu'on a une baisse d'un facteur 2 ou 3 de la densité et une augmentation assez sensible de la température. Ce qui montre que HARP arrive à modifier quand même assez profondément l'ionosphère. Ainsi, le projet HARP fonctionne et son rayon peut modifier l'ionosphère. Mais il n'y a pas de preuve formelle que l'objectif est de pouvoir manipuler le climat à des fins militaires. Pourtant, le docteur Begich est persuadé que l'armée américaine possède une arme d'une puissance sans précédent. On va continuer à parler de ce projet pour sensibiliser le public et pour convaincre les politiques de prendre les choses en main. Pour nos libertés, pour nos vies privées, personne ne peut l'ignorer. HARP, c'est l'une des pièces d'un puzzle très complexe. Le silence de l'armée américaine alimente les peurs et les fantasmes. Personne ne sait si les militaires essaient effectivement de contrôler les phénomènes météorologiques. Mais il est certain que les expériences qui sont menées dans les neiges de l'Alaska perturbent le ciel au-dessus de nos têtes. Des expériences dont nous ne connaîtrons les conséquences que dans quelques années. Les complotistes, selon les représentants du ministre de la Vérité, soupçonnent les Américains d'avoir les moyens de provoquer des changements climatiques locaux et éventuellement des secousses sismiques. De là à imaginer que le Pentagone a puni les Turcs pour leur résistance à la russophobie ambiante, il n'y a qu'un pas
que les plus radicaux franchissent. Donc, vous avez vu la petite vidéo de 6 à 8 minutes, que je vous mets aussi le lien dans la description normalement, si j'y pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Le projet HARP, c'est quelque chose effectivement qui parle, qui ressurgit sur le net, que je d'ailleurs relais, parce que je trouve cette conspiration, ce complot très intéressant. Il y avait notamment, j'ai vu un commentaire de R qui disait, d'un camarade de R qui disait qu'effectivement le Texas aussi avait eu des grosses tempêtes climatiques ou quelque chose du genre, enfin une punition climatique en tout cas, parce qu'il se refusait certaines politiques et notamment refuser un peu l'agenda politique américain. Et effectivement, on y voit que chaque fois qu'un pays se refuse l'agenda politique habituel qui doit être dirigé ou pris en compte par un même gouvernement, je ne sais pas trop si je me suis retrouvé dans ce que j'ai dit, j'espère que vous avez compris, eh bien ils se font punir. Ils se font punir de manière politique, financière, économique. On le voit avec l'UE, avec les pénuries. Hein, voilà. La Russie a coupé méchamment le gaz, le truc, le machin, mais pas que ça. Souvenez-vous de Nord Stream. Nord Stream, on ne sait toujours pas qui a coupé quoi. On n'a pas trop de... Alors des fois ils disent que c'est les pays du Nord, des fois ils disent que c'est la Russie elle-même qui a coupé son propre gaz, enfin qui a coupé son propre Nord Stream, ou alors ce serait les Américains, ou ce serait ceci, ou ce serait cela. Et peu importe le pays qu'on choisit, il y a des intérêts différents. Si c'était l'Amérique, ce serait pour que l'Europe soit dépendante de l'Amérique et soit dépendante de la dernière source de gaz, parce que l'Europe se fournit en gaz via l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, où se situe l'Azerbaïdjan? Derrière la Turquie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un séisme en Turquie. Eh bien, on y vient. La route du gaz est coupée. Les séismes qui ont frappé la Turquie ont détruit le gazoduc en provenance de l'Azerbaïdjan. Or, il était la source principale de l'UE après le sabotage de Nord Stream. C'est marrant. Après Nord Stream, sur lequel on pouvait avoir du gaz, bien maintenant, la dernière source de gaz, c'était celle de l'Azerbaïdjan. Et elle se voit coupée à cause du séisme en Turquie. C'est quand même marrant. Cela ne pouvait pas être pire pour l'UE qui va se retrouver en face d'un vrai risque de pénurie de gaz. La route du gaz est coupée, les mecs. On évoque les armes biologiques américaines, mais du côté russe ou soviétique, on n'est pas en reste. Là encore, il s'agit d'un sujet diffusé sur la chaîne bien comme il faut, à savoir France 5, la chaîne du savoir du service public audiovisuel français, donc très loin d'Alex Jones. Ça, je vous le mettrai en description, on ne va pas le regarder, mais je vous le mettrai en description. Donc, aujourd'hui, le projet HARP, qui est en fait un contrôle climatique, ce qui est d'ailleurs, moi j'y pense des fois, hein, je marche dans la rue, et je me dis, si aujourd'hui un pays contrôle la météo, contrôle le climat et contrôle les événements climatiques, c'est terrible. C'est terrible parce que du coup, dans certains pays où il y a par exemple beaucoup de tourisme, par exemple côté plage, les jours où il pleut, le mec il est un peu, il est eu quoi. Il peut pas faire tourner ses jet skis, il peut pas faire tourner ses trucs, machin, il peut pas ouvrir son bar sur la plage, il sait que personne va venir. Donc, pouvoir contrôler le climat, ce serait pouvoir contrôler le climat pour le capital, c'est-à-dire toutes les plages ne subiraient donc plus de vent et plus de pluie pour qu'il y ait un maximum de gens à la plage. Les régions où il est bénéfique de pleuvoir, notamment pour l'agricole, pour les paysans, hop, et encore pire, là où il y a des terres, les derniers paysans qui, eux, cultivent leur propre nourriture, etc., qui sont du coup autogérés. Ils n'ont pas besoin de subvenir à tel besoin. Et ça pourrait être dangereux d'ailleurs, parce qu'un paysan qui cultive des terres et qui cultive un peu des légumes, des trucs, des machins, qui a son bétail, tout ça, il pourrait alors faire de l'échange avec d'autres personnes, avec le plombier. Tu me répares mon évier, je te passe 1 kilo de carottes. C'est dangereux ça aussi, parce que ce serait une alternative au capitalisme. Et donc dans ce cas-là, l'État pourrait alors mettre, enlever toutes les pluies sur les terres du paysan pour que ça sèche et pour que la terre ne soit plus suffisamment bien. Bon, après, je connais pas trop le milieu agricole, excusez-moi, hein, mais voilà, bref. En gros, ça niquerait les terres, ou à l'inverse, ça les noierait. Et donc, du coup, ça échapperait aux paysans, ça lui échapperait toute
toute éventualité d'alternative au capitalisme. Et du coup, il ne pourrait pas s'autogérer. Et du coup, on serait soumis à quoi? Au milieu, enfin, au lobby agroalimentaire, notamment à l'agriculture, j'ai pas envie de dire fictive, mais vous savez, là, les melons sans pépins, les cerises sans noyaux, voilà, toutes ces trucs-là, et notamment la farine d'insectes. Voilà, tous ces trucs-là, qui sont en fait des lobbies agroalimentaires, faits pour soi-disant pour l'écologie, soi-disant pour ceci, pour cela, pour apporter plus de protéines que la viande, et pour éviter de tuer trop d'animaux, trucs, machin, bref, on a compris le message, mais voilà. C'est intéressant. Effectivement, quand on pousse la réflexion, quand on pousse le concept, on se rend compte qu'effectivement, on peut partir très loin. Évidemment, c'est une théorie un peu mirobolante, hein, j'ai envie de dire, mais qui est possible. En tout cas, pour ce qui est du séisme, j'avoue que je me suis dit, les pauvres, ils ont eu un séisme, c'est pas de chance, ça faisait longtemps. Et puis effectivement, le séisme, c'est une des seules choses que les scientifiques n'arrivent pas à prévoir. Parce que c'est dans la Terre. Alors ils ont beau mettre des capteurs, tout ça, c'est dur à prévoir, hein, les secousses sismiques ou les tremblements de terre. Contrairement à un tsunami qu'on voit à 10 000 mètres, hein, ou une tornade ou quoi qu'on peut prévoir, là le séisme c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore prévoir. Donc vous allez voir dans la vidéo que je vais vous mettre en description, il y aurait une machine à tremblement de terre. Et là, encore une fois, on part dans le complot, attention, hein, vous allez devenir malade les mecs. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même flippant. Et se dire que les Américains auraient en eux et dans leur pays la possibilité de créer des séismes, ça fait peur. Ça fait peur parce que là, pour le coup, la résistance à l'état profond, et notamment à l'Empire, hein, clairement, résister à l'Empire, contrer l'Empire, deviendrait de plus en plus dur. Parce qu'ils avancent, et nous, qu'est-ce qu'on fait en France? On n'a pas grand-chose. Hein. On n'a pas de machine à tremblement de terre, en tout cas. Ça, c'est sûr. Donc bon. En tout cas, nous en France, ça va, on est épargnés, on est bien situés pour ça, ça va. Nous, c'est plus les vents, on est très proche de la mer, donc effectivement, d'ici une vingtaine d'années, plusieurs villes seront notamment les villes en bord de mer, hein, seront en panique totale, puisque avec la remontée des eaux, ça va pas être beau à voir. Mais bon. Donc, je vous invite à vous abonner, je vous invite à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir dans mon travail. Si vous voulez m'aider financièrement, je vous invite évidemment à cliquez sur le deuxième lien en description. Le deuxième, c'est un abonnement à 2,99 €. Vous avez toutes les rediffusions de mes lives. Vous avez effectivement plein d'autres choses, notamment des grades exclusifs sur mon Discord. Vous avez un Telegram privé. Vous avez des accès à des vidéos que je mettrai, notamment mon prochain reportage que je vais sortir dans quelques jours, quelques semaines. Vous l'aurez en version entière. Voilà. Donc ça fait plaisir. Vous avez du contenu en plus, quoi. Voilà, ça fait plaisir pour seulement 2,99 €. Et moi, ça me soutient, ça fait plaisir. Sachant que sur les 2,99 €, je vais payer des impôts. Donc je touche pas vraiment 2,99 €. Super, merci. Et sinon, vous avez mon partenariat à l'année, Contre-Culture, qui vend des livres de tous les prix, de tous les thèmes, notamment sur du conspirationnisme et du complotisme. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, donc allez-y, ça fait plaisir. Je vous donne rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout sur mes ennemis. Laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est ni plus ni moins que Contre-Culture. Je suis une star en France et vous le savez. Qui propose des t-shirts qualitatifs français et qui feront la différence. Notamment mon petit favori, je l'avoue, Poutine, vite, que je vous montre à l'écran. Mais il y en a d'autres qui, je suis sûr, vous satisferont tout autant et qui restent très abordables. Parlons des centaines de livres qu'ils ont, allant de la franc-maçonnerie de réseau, comme celui de Stéphane Blé, avec une couverture remarquable, passant par de la philosophie de tous les styles, Arthur Schopenhauer que je vous recommande, notamment son essai sur les femmes, mais il y a aussi des rectifications historiques avec ce livre sur le Moyen-Âge qui casse les clichés ou encore des essais politiques, vous en avez pour tous les goûts et évidemment pour tous les prix. Alors cliquez sur mon lien en description et faites-vous plaisir.